Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Une simple observation de la situation mondiale aujourd'hui permet de comprendre que des enjeux majeurs sont en cause et des mutations profondes en cours. L'ascension économique de la Chine, l'apparition de nouveaux pôles de puissance régionale et bien évidemment la guerre qui fait rage en Ukraine et qui bouleverse tous les équilibres géopolitiques dans le monde. Faut-il lier tout cela aux considérables évolutions que connaît l'affaire du Sahara? Sans doute, ou peut-être pas. Toujours est-il qu'après plusieurs mois de brouille diplomatique avec l'Allemagne et l'Espagne, les choses se sont brusquement améliorées en décembre, janvier avec Berlin, en mars avec Madrid et cette semaine, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez était à Rabat où il a été reçu par le roi Mohamed VI, en plus du fait que Sa Majesté a reçu une invitation officielle à se rendre en Allemagne, formulée par le président allemand. La visite de M. Sanchez intervient après les deux rencontres à Rabat entre Nasser Bourita et Wendy Sherman, secrétaire d'État adjointe américaine. Puis quelques semaines après, son supérieur Anthony Blinken est resté 3 jours à Rabat. Désormais, l'Espagne s'est départie de sa neutralité dans le dossier du Sahara et avec l'Allemagne reconnaît le sérieux, la crédibilité et le réalisme de la proposition du Maroc sur l'autonomie de ses provinces sahariennes, rejoignant ainsi et enfin, pourrait-on dire, la position française déclinée depuis plusieurs années. Il faut dire que depuis le fameux discours de Riyad, délivré par Sa Majesté le Roi en avril 2016, le Maroc a su diversifier ses partenariats, offrant ses atouts économiques, géographiques et aussi géopolitiques, mais exprimant en contrepartie ses demandes et attendant de ses partenaires qui s'engagent avec lui dans une relation gagnant-gagnant. Est-ce donc ce changement dans la diplomatie marocaine qui a conduit Berlin et Madrid à revoir les choses autrement? Est-ce la tension qui règne en Europe qui est appelée à durer? Est-ce la conflictualité croissante en Afrique et les perspectives de crises multiples dans cette région du monde? Est-ce un peu de tout cela? Nous y répondrons avec nos invités. Mostafa Sahimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit, politologue et éminent connaisseur de ces questions-là. Vous allez y répondre. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. M. Touabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'opinion et vous êtes aussi au fait de toutes ces questions-là et vous allez donc y répondre, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, une question groupée pour planter le décor. Je commence par vous, Mostafa Sahimi. Nous sommes à une dizaine de jours, à peu près, d'une réunion du Conseil de sécurité autour de la question du Sahara. Alors, où c'est qu'on en est dans nos alliances, des progrès réalisés depuis fin octobre, quand la résolution 2602 avait été adoptée? On en est où? État des lieux. L'agenda diplomatique est le suivant. Effectivement, c'est le 20 avril qu'a lieu une réunion qui est dans l'agenda du Conseil de sécurité. Donc, 20 avril, où il va y avoir en principe un rapport du secrétaire général accompagné d'un autre rapport de l'envoyé personnel, le nouvel envoyé personnel Staffan de Mistura, et puis également le chef de la MINURSO. Donc voilà des éléments qui vont être soumis à l'appréciation du Conseil de sécurité. Il y aura un débat, mais il n'y a pas de résolution. C'est ça qu'il faut indiquer. Le rendez-vous annuel... Un état des lieux, un simple état des lieux. C'est en rapport octobre. d'étape. Voilà, c'est un rapport d'étape pour voir où on en est. Donc ça sera intéressant de voir un peu ce qui va sortir de ça. À mon avis, pas grand-chose, puisque après la tournée de l'envoyé personnel de l'ONU de Mistura en janvier, dans la région, il ne semble pas qu'il y ait beaucoup d'avancées dans ce domaine. Autre élément aussi, c'est que comment relancer le processus de négociation, qui est expressément prescrit par les résolutions du Conseil de sécurité depuis des années, et en particulier la dernière, donc la 2602. 02, oui. 02 du 29 novembre 2021. Pourquoi? Octobre de 2020. Pourquoi? Parce que l'Algérie et le mouvement séparatiste ont déclaré qu'ils n'allaient plus s'associer à ce processus de la table ronde qui avait été initié auparavant. C'est quoi ce processus de la table ronde à 4? Donc Maroc, Algérie, Mauritanie, mouvement séparatiste, avait été initié en décembre 2018, puis en mars 2019 en Suisse. Et c'était une avancée dans l'appréhension des termes de la question nationale parce que pour la première fois, se retrouvaient sur la table de négociation, donc dans cette table ronde, le Maroc et l'Algérie, comme parties prenantes. Alors que depuis des années, Alger s'obstinait à se considérer simplement comme un pays voisin et n'ayant pas donc à prendre parti sur ça. Donc nous sommes là dans une situation tout à fait inédite qui doit être réglée par le Conseil de sécurité puisqu'il y a un processus validé
par le Conseil de sécurité, réaffirmée dans la résolution de la fin octobre 2021, qui est en panne puisque deux parties, dont la partie essentielle, évidemment, c'est l'Algérie, estiment qu'elles n'ont plus à participer à ce processus-là. Première observation. Alors, on entrera dans le détail tout à l'heure, Mustafa Sahimi, si vous voulez bien, parce que figurez-vous qu'on va bien revenir sur ça. Mais je donne Touabi, quelle est votre analyse du fait que, enfin, depuis fin octobre, quand il y a eu la résolution 2602 qui a été votée, sachant qu'entre-temps, il y a quand même certaines choses qui sont passées dans le monde. On est au flanc sud de l'Europe, au flanc nord-est, il y a une guerre. Est-ce qu'il n'y a pas de changement aussi à ce niveau-là? Alors, je reste sur la question groupée, bien sûr, et je rebondis sur ce que vient de dire M. Sahimi. Depuis la résolution 2602, bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu, par exemple, ce revirement de la position allemande en décembre, et puis il y a l'Espagne aussi récemment. Mais le plus intéressant, traditionnellement, la réunion printanière du Conseil de sécurité concernant Sahara, c'est une réunion de routine, c'est une sorte de piqûre de rappel où il ne se passe généralement pas grand-chose. Cette année, il y a une exception. C'est que l'envoyé personnel de Gutiérrez, qui est Staffan de Mistura, il n'était pas en fonction lors de la prise de la dernière résolution 2602. Alors c'est la première réunion après sa prise de fonction. Et même Ivanko, qui est le représentant spécial et le chef de la MINURSO, bon, il venait de prendre ses fonctions en août, c'est-à-dire en plein été. Et on va dire que cette réunion-là, elle revêt son importance à travers ces deux faits, que sont l'entrée en jeu de Dimustura et de Ivanko. Et bien sûr, si on y ajoute les changements qui se sont opérés au niveau de la position allemande et la position espagnole, il y aura peut-être des choses intéressantes, plus intéressantes que d'habitude. Maintenant, pour revenir à l'Algérie, je pense que l'Algérie, peut-être qu'elle craint cette réunion parce qu'elle pourrait acter sa démission ou son défaussement de son rôle de parti et des tables rondes qui devaient être organisées, parce qu'il y a des déclarations officielles de responsables algériens, mais aussi du Polisario, qui se sont retirés du jeu à l'encontre de la résolution 2602 qui a souligné de façon claire leur position de partie prenante dans le conflit. Alors, si vous permettez, oui, bien sûr. Je voudrais ajouter quelque chose en complément à ce qu'a dit M. Doulin. Pour cette question aujourd'hui, je vous propose 3 niveaux d'analyse pour expliquer les changements auxquels vous avez fait référence dans votre éditorial de départ. Premier niveau d'analyse, c'est la reconnaissance américaine de la marocanité des provinces sahariennes. C'est un élément qualitatif fondamental. Ça remonte avant la 2602, ça. Oui, mais ça pèse. Ce n'est pas un effet provisoire. C'est-à-dire c'est une donnée qui doit être prise en compte continuellement par les acteurs, par le Conseil de sécurité. Donc ça, c'est important. Deuxième niveau, c'est les corrections apportées par un certain nombre de pays, notamment l'Allemagne et l'Espagne. Et l'Espagne, et donc, c'est une strate supplémentaire qui est venue s'ajouter à la strate américaine. Troisième niveau, c'est la position marocaine. C'est aussi la fermeté de la position marocaine, qui était une politique, donc, même de rupture dans certains cas, ça a été le cas avec l'Allemagne, ça a été le cas avec l'Espagne, etc., qui a porté ses fruits. Donc, autant d'éléments cumulatifs qui font que la réunion du Conseil de sécurité du 20 avril ne peut pas ignorer ces éléments-là. Et dernier élément complémentaire, c'est qu'effectivement, vous avez fait référence aussi, il y a une recomposition du champ politique, du champ stratégique, géostratégique international. Et dans la région l'internationale, le Maroc s'inscrit dans ce processus-là avec de l'anticipation. Je vous rappelle une déclaration de notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourta, qui a dit il y a 1 mois et demi la nouvelle doctrine, entre autres, de la politique étrangère du Maroc, ça n'est plus seulement le voisinage, et les contraintes du voisinage, c'est la confiance et la crédibilité. Et il y a un redéploiement de notre diplomatie sur la base de ce nouveau paramètre, et ça, je crois que c'est important. Alors, vous avez 4 strates, j'en ai 4 primes, vous n'en avez pas parlé, c'est peut-être les 2 visites des 2 secrétaires d'État plein titre et adjointe, Wendy Sherman, j'en parlais aussi tout à l'heure, et de Anthony Blinken qui est resté ici 3 jours, et cette visite est quelque part reliée aussi à l'économie gazière, on en parlera tout à l'heure.
est resté ici 3 jours, il est parti en Algérie, il est resté beaucoup moins. Donc c'est quand même, il y a des choses qui sont passées à l'issue de C'est un corollaire de la reconnaissance américaine de la souveraineté Alors, c'est du pas Maroc. 4 primes, c'est 1 prime. Parce que Voilà. c'était votre première. Tout à Alors, fait. je reste avec vous. On parle de la position espagnole, qui est du changement de la position espagnole, changement historique. Pourquoi? Changement historique. Tout simplement. Parce que c'est une révision déchirante de la position traditionnelle du Madrid à l'endroit de la cause nationale. Je note au passage, si on devait affiner, qu'on a eu moins de problèmes avec des gouvernements de droite qu'avec avec des gouvernements socialistes qu'avec des gouvernements de droite. Il y a eu un certain nombre de positions nuancées des uns et des autres. Je voudrais aussi ajouter, sans porter atteinte à l'euphorie ambiante de ces jours-ci, que c'est le même président du gouvernement, Pedro Sánchez, qui a cautionné l'année dernière toutes les mesures qui ont été prises par sa ministre des Affaires étrangères et les mesures donc visant à permettre l'accueil de dirigeants séparatistes. Donc, premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce qui fait qu'il y ait des situations comme ça de crise et de spasme? L'idée que l'importance des relations économiques serait un amortisseur est intéressante, mais elle n'est pas suffisante. J'entends ici ou là un certain nombre de collègues dire « Ah oui, mais il faut renforcer le tissu économique, les relations économiques, c'est ça le stabilisateur ». Ça n'est pas évident. Pourquoi? Parce que les intérêts économiques sont importants, on le sait, l'Espagne est le premier partenaire commercial devant la France depuis 2014, c'est le deuxième investisseur au Maroc, etc. Ça n'a pas suffi pour amortir la crise qu'il y a eu. Ça veut dire qu'il y a deux structures dans nos relations bilatérales avec Madrid. Première structure, les intérêts convergents, en matière économique, en matière sécuritaire, de co-développement, etc. Le matelas d'intérêts croisés auquel je fais référence, et vous aussi. Et à côté de ça, il y a les paramètres non maîtrisables des conjonctures politiques diverses, liées à des questions d'immigration, à des questions de sécurité, etc. Il faut arriver aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important, c'est qu'il y a maintenant un pacte, un engagement formel du chef de l'exécutif espagnol à l'endroit de qui? Pas à l'endroit du gouvernement, à l'endroit de Sa Majesté le Roi. Il faut bien distinguer cela. Ce n'est pas un engagement pris dans le cadre d'un communiqué commun avec le chef du gouvernement des Oranos, c'est un engagement. Et c'est important parce que ça donne de la teneur à l'engagement espagnol. D'où le geste qui a été fait par le souverain avec l'Iftar, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel dans le protocole royal, parce que c'est un geste familial, c'est une invitation familiale et de proximité et d'intimité. Donc nous en sommes là. C'est bien, c'est une révision déchirante. Reste au chef du gouvernement espagnol à maîtriser sa majorité, quoique il y ait eu une évolution de Podemos maintenant qui ne fait plus référence à l'autodétermination comme dans sa rhétorique habituelle. Il y a aussi le fait de faire passer cela auprès d'un certain nombre de cercles espagnols qui ne sont pas connus pour leur amitié à l'endroit du Maroc. Et puis il y a aussi le fait de veiller. Vous savez, il y a des textes. Donc, je vous renvoie de 10 secondes. Je vous renvoie au traité d'amitié de juillet de 1991, un traité de 20 ans. Eh bien, ce traité n'a pas été respecté en différentes circonstances. Donc, l'idée maintenant, c'est de reprendre les axes et les principes de ce traité, de les fortifier. Et ce qui est nouveau, c'est ça qui est intéressant, alors, c'est la feuille de route avec un calendrier et des dossiers sectoriels. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça a été dit en Espagne parce qu'il y a eu une bronca quand même, il y a eu un soulèvement, vous savez comment ça se passe chez les Espagnols, et il y a une déclaration que c'est une décision d'État. Ce n'est pas une décision de parti ou d'opposition ou de majorité, c'est une décision d'État qui va engager les autres. Alors, après Paris, il y a eu Berlin. Après Berlin, il y a Madrid. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une sorte de théorie des dominos qui va jouer au profit de notre affaire du Sahara, surtout avec cette guerre qui est en Ukraine, avec ces changements géostratégiques dont parlait Mostafa Sahimi? Et sinon, si oui, vous penserez à qui?
Dernièrement, notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, était avec le groupe de Visegrad. Il y a aussi des relations de plus en plus poussées avec le Royaume-Uni. Allez, on fait un peu de... Si vous me permettez, bon, absolument, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un effet domino. Mais si vous permettez, est-ce que je pourrais m'étaler et revenir justement sur la deuxième question concernant l'Espagne et qui fait l'actualité, c'est la question de forte actualité maintenant. Alors, pour l'Espagne, il y a un fait très important. C'est une chronologie qu'on a tendance à oublier. Une chronologie de la crise entre le Maroc et l'Espagne. Le plus important, c'est que ce qu'on retient, ce qui fait un petit peu écran, on se dit que c'est l'ancienne puissance colonisatrice ou administratrice du Sahara. Mais moi, je m'en remets à la crise qui couvait entre le Maroc et l'Espagne. Les gens pensent on parle d'une année de crise, mais c'est au-delà d'une année. C'est-à-dire, à partir de 2019, on a commencé à ressentir une crise patient, notamment la fermeture des postes frontières, sous couvert de combattre la contrebande, effectivement, qui est un couvert très noble. Et puis, il y a tout un cheminement qui s'est passé, et pendant même la pandémie, il y a des choses qu'on a tendance à oublier, notamment l'annulation, à partir du 10 décembre, l'annulation du 17 décembre, l'annulation de la première visite officielle que devait faire Pedro Sánchez, c'était une visite d'État, et devait avoir lieu le 17 décembre 2020. Elle avait été annulée 7 jours après la reconnaissance par Donald Trump de la marocanité du Sahara. On avait dit que c'était une question d'agenda, de Covid, de beaucoup de choses. Il n'y avait pas le Covid. Tout le monde avait compris. Tout le monde avait compris. C'est l'explication diplomatique. C'est l'explication diplomatique, mais c'était la raison. On peut ne pas la croire. L'Espagne avait fini par reconnaître qu'ils n'avaient pas été impliqués ni concertés par rapport à cette décision historique qui continue à produire ses effets, notamment l'effet domino dont vous parlez. Et puis, il y a l'arrivée de Arantxa González Laya qui était venu le 22... L'ancien ministre des Affaires étrangères qui avait débarqué au Maroc le 22 janvier de mémoire, je me souviens, le 22 janvier de 2021. Et puis 2 jours plus tard, il y a Nasser Bourita qui institutionnalise les eaux territoriales marocaines et la zone internationale 2 jours plus tard. Ça revêt une certaine symbolique. Et puis il y a l'épisode fameux de Ben Btoche, au printemps, avril, Ben Btoche alias Brahim Ghali. Tout cela, il y a une logique, et bien sûr, on ne peut que se réjouir de cette visite. C'est-à-dire un dénouement d'une crise. Et cette crise sans dénouement, je pense qu'il remonte au mois de août 2021, au discours de Sa Majesté le Roi, lors de la fête de la Révolution et du peuple, où il a clairement tendu une main amicale à l'Espagne. En citant le chef du gouvernement espagnol. Exactement, il a tendu une main amicale. 20 jours auparavant, lors du discours du trône, il avait tendu la même main amicale à l'Algérie, ce qui dénote que le Maroc essaye toujours de ne pas insulter l'avenir et de maintenir un voisinage avec Mais il attend pour autant un retour. Il attend un retour, mais le retour, c'est vraiment que ce genre de crise ne perdure pas, qu'on n'aille pas vers le pourrissement. Parfait. Avec l'Espagne, ça marche malheureusement. Du côté de l'Est, ça ne marche pas. Il y a une volonté de rester dans le pourrissement. Je voudrais aussi rappeler qu'en janvier 2022, le 17 janvier, lors d'une réception d'accréditation de diplomates, le roi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Espagne c'est une monarchie, même si sur le papier le roi Felipe VI n'a pas prise sur la diplomatie internationale qui est le périmètre protégé du chef de gouvernement. Mais quand même, il y a une terminologie qui rappelle ce qu'on entend ces derniers jours, c'est-à-dire relancer une nouvelle étape, des choses qui avaient été dites dans une réception où il n'y avait pas Karima Bniaish. L'ambassadrice du Maroc, elle n'était pas revenue, qui est revenue. Tout ça révèle, cette chronologie, elle révèle que cette crise, elle pouvait se solder de diverses manières, mais le Maroc a fait en sorte, et bien sûr l'Espagne aussi, qui est un voisin plus pragmatique que d'autres, a fait en sorte qu'elle soit soldée par cette visite-là à laquelle on vient d'assister. Là, pour la visite, la question que vous m'avez posée par rapport à Paris, Madrid et Berlin, et vous avez évoqué Visegrad, c'est très intéressant ça. La Visegrad, il y a aussi une chronologie intéressante.
Le ministre des Affaires étrangères, Nassar Visegrad, Boureta. c'est le groupe constitué Oui, par la le Hongrie, groupe la de Tchéquie, Visegrad, la Slovaquie et la Pologne. Alors c'est un ensemble qui est très important, c'est l'Europe centrale, c'est la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie, c'est 64 millions d'habitants, c'est 1,2% du PIB international, c'est 3% du commerce international mondial. Et membre de l'UE. Oui, membre de l'UE et quelque part, entre guillemets, refusnique de l'UE, entre les Polonais. Bon, pour l'instant, ils sont revenus en grâce au niveau de l'Union européenne parce qu'il y a le conflit qu'on sait. Les Hongrois aussi, on a vu que Viktor Orban a pris des décisions, donc c'est un peu aussi le poil à gratter de l'Union européenne. Alors, membre de l'UE, et non seulement membre de l'UE, mais aussi une petite force d'opposition qui prétend à contrer le couple franco-allemand, quelque part. Alors, le 7 décembre, Nassar Boureta était chez eux, la fameuse image où il tâtait du ballon dans un terrain avec ses 4 homologues. Et puis, 6 jours plus tard, je crois, changement de position allemande. Le groupe de Visegrad, ces pays-là sont dans le périmètre immédiat, le voisinage immédiat de l'Allemagne. Et moi, je pense, étudier ou analyser les relations internationales, ça relève parfois de la numérologie. On peut trouver des liens avec tout. La numérologie et psychologie aussi. Oui, mais là, ça me paraît trop évident pour que ça soit discuté. Bon, le groupe de Visegrad aussi, c'est des investisseurs qui n'ont pas le complexe d'autres pays qui investissent, par exemple, à Dakhla, à Laayoune. Ils ne se posent pas ce genre de questions. Donc on peut peut-être attendre une heureuse surprise de ces pays-là, une fois qu'ils auront fini avec leur... C'est un élément important le groupe de Visegrad parce que ça témoigne, et vous avez raison de le relever, ça témoigne du redéploiement de la diplomatie marocaine vers de nouvelles latitudes qui étaient minorées, sinon évacuées. Pour l'effet domino, si vous permettez, je voudrais ajouter un mot. L'effet domino, c'est les pays, ce que j'appellerais du Club Med, entre guillemets. Le Portugal, le Maroc attend avec intérêt la position de Lisbonne sur cette question, d'autant qu'il y a des évolutions. Nous suivons également avec le même souci et le même espoir la position de l'Italie. L'Italie, ça sera plus compliqué. Oui, mais ils sont reliés avec un gazoduc, avec les Algériens. Il est bien évident que ça pèse sur la diplomatie italienne. Et il y a également un autre élément qui a été évoqué, c'est la Grèce aussi, ne peut pas être indifférente à ce qui se passe. Et puis, ça a été dit aussi, c'est les pays d'Amérique latine. Il y a un certain nombre de pays d'Amérique latine qui seront plus réceptifs aujourd'hui. Déjà, il y a de grands progrès du Maroc dans ce domaine, du fait de la nouvelle position de l'Espagne. Donc, il y a un effet domino prévisible. Maintenant, le problème est de savoir si le cumul de ces effets dominos possibles peut conduire l'Union européenne à réévaluer sa position. Alors il nous reste 2 minutes. Le temps file, ça passe très vite. Pour la première partie, heureusement. Est-ce que vous ne pensez pas que cette théorie des dominos, M. Touabi, peut être aussi favorisée par une diplomatie de la coulisse, une diplomatie des coulisses des Américains? Évidemment. On a vu que les Américains, Wendy Sherman a fait, à part la Turquie où elle est partie pour d'autres choses, a fait la tournée triangulaire Rabat, Alger, Madrid, et que quelque temps après, c'était Anthony Blinken qui partit en Algérie. On sait de quoi ils ont parlé, plus ou moins de la fourniture de gaz. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un peu de... Forcément. On ne peut pas deviner ce qui se passe dans les coulisses, mais l'Amérique, c'est un acteur qui pèse. Et on parle surtout de pays qui sont d'obédience atlantiste, c'est-à-dire qui sont alignés sur la politique américaine. Tout à fait. Alors, il y en a peut-être quelques-uns par pur suivisme, ils n'ont même pas besoin d'être déclenchés, mais d'autres, éventuellement, par l'Amérique, elle pourrait jouer ce rôle-là pour pousser vers une solution qui la sortirait plus ou moins d'un isolement, parce qu'elle est actuellement la seule à reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara. Je vous pose la question, excusez-moi, je vous coupe une seconde, je vous pose la question parce que quand il y a eu la fameuse proclamation présidentielle de Donald Trump en décembre 2020, on sait que les Espagnols s'étaient activés. À l'époque, il y avait l'ancien ministre des Affaires étrangères et puis il y avait Pedro Sanchez aussi qui avait essayé. Les choses ont changé. Il y a actuellement toute une tension autour de l'énergie, autour de la protection, autour du parapluie américain, donc peut-être qu'ils ont une autre position. C'est un aspect que j'ai omis, et merci de me le rappeler, c'est un aspect que j'ai omis quand je parlais de chronologie. Et effectivement, le lendemain de la décision américaine, les premiers pays qui sont sortis du bosquet, on va dire que c'est l'Allemagne, qui a essayé de convoquer, et puis l'Espagne, dont la ministre des Affaires étrangères, Laïa, qui est l'ancienne, qui a clairement affirmé qu'on va agir pour infléchir la position américaine.
Et à partir de là, d'où l'importance de ce qui vient de se passer. C'est des choses qui sont très importantes. On a tendance à l'oublier, mais c'est très important. Après, pour revenir à ce que vous disiez sur l'effet domino par rapport à ces pays-là. Alors, je sens que vous allez nous dire des choses nouvelles sur l'effet domino, mais le temps passe, le temps file, donc on se retrouve dans quelques secondes, juste après la pause. Allez, on démarre pour la deuxième partie du débrief où nous parlons de la position diplomatique et des avancées diplomatiques du Maroc en ce qui concerne l'affaire du Sahara particulièrement et d'une manière générale la diplomatie et la géopolitique de la région. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent, bonjour. Et nous en parlons avec Mustafa Sahimi et Majdoulin El-Touabi. Juste avant la pause, Majdoulin, vous parliez de la théorie des dominos, vous vouliez expliquer quelque chose? Oui, alors on était au groupe Visegrad, mais il y a tout le bloc, l'ancien bloc Est. Il y a des pays très importants comme la Roumanie, la Serbie, la Croatie. Ce sont des pays qui sont parfaitement prenables et alignables sur la position marocaine. D'autant plus que c'est une région qui est actuellement bousculée par des chamboulements géostratégiques, ce qui se passe avec la Russie. Et je pense que la Russie va encore plus perdre la main dans ces régions-là de son influence qui est restée, même si elle a été minorée après la chute du bloc d'Est, mais elle subsistait d'une manière ou d'une autre par tradition. Mais il y a aussi des citadelles qui sont proches de nous et qui sont très importantes. C'est la Mauritanie, dont le chef de gouvernement vient de visiter le pays. Et là aussi, c'est la Mauritanie qui est prise en étau par son partenariat avec le voisin algérien qui fait d'énormes pressions. La Tunisie, on voit ce qui se passe actuellement, c'est un alignement total, presque total. Mais bon, c'est pour des considérations, je vais dire, conjoncturelles qui pourraient changer très vite. Tout ça, il faut avoir l'esprit projeté vers l'Europe et vers l'Amérique latine, comme l'a dit Sissimi, mais il faut penser à plus proche de soi. Il y a le Kenya, l'Afrique n'a pas été... Et moi, je crois que l'Afrique, elle devrait revenir au centre des conquêtes parce qu'il y a des choses, même si les consulats continuent à ouvrir, mais ce sont des amis traditionnels qu'on va dire qui sont acquis. Mais il y a des choses à conquérir encore en Afrique pour la position marocaine. Oh, il y a à peine 5 ans qu'on est reparti à l'Union africaine et il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées. Mustafa Sahimi, je voudrais revenir avec vous sur ce fameux vote qui est à l'Assemblée générale, la première fois, la deuxième fois, même la troisième fois. Il y a un non-alignement du Maroc, pas dans le sens juridique du terme, si j'ose dire, non-alignement, mais une certaine indépendance et autonomie. D'ailleurs, il y a un article très intéressant du Washington Times qui est sorti en disant qu'il faudrait peut-être prendre exemple sur la diplomatie marocaine. Est-ce que vous pensez que le fait de ne pas avoir pris part au vote, ne pas avoir participé au vote, pas s'abstenir, mais plutôt pas participer au vote, ce qui est différent. Est-ce que vous pensez que c'est une politique qui porte ses fruits? Parce que, comme le disait Majdoulin, il y a quand même des choses qui se passent. On n'a qu'à regarder une carte. Les Russes sont en position difficile en ce moment, mais ils sont bien en Afrique. Ils sont de la Corne de l'Afrique jusqu'à l'Atlantique. Ils sont là, les Russes. Est-ce que vous pensez que cette position marocaine porte ses fruits? Je vais vous renvoyer votre question. Pourquoi voulez-vous que le Maroc soit aligné? Ah non, moi je veux rien, je vous demande votre avis. Non, je sais. Et je ne le veux pas, si vous voulez ma réponse. Non, c'est intéressant la position marocaine. La position marocaine, elle est intéressante parce qu'elle résulte d'une appréciation et d'une évaluation coût, COUT, le coût-bénéfice. Il y a là une réflexion qui a été faite par là. Donc la position du Maroc telle qu'elle a été exprimée par notre ambassadeur à New York au Maryland est une position arrêtée donc au plus haut niveau, au niveau du roi, et donc répercutée par le ministre des Affaires étrangères et la chaîne diplomatique. Est-ce qu'il y aurait eu une autre option que ça? Sur le papier, on peut dire, après tout, il pouvait y avoir un vote d'abstention. Mais vote d'abstention, ça a une conséquence. Ça veut dire que vous rentrez dans un système de votation et que donc vous prenez acte des termes du problème qui est posé. À la différence de la non-participation, où vous estimez que vous avez un avis. Vous renvoyez tout le monde dos à dos. Mais c'est une affaire dans laquelle je ne veux pas m'immiscer. C'est intéressant ce que vous dites, Mustafa Sahimi, parce qu'il y a eu un vote il y a quelques jours aussi sur la suspension de la Russie de la Commission des droits de l'homme. J'y venais. Vous allez plus vite que la musique. Bien. Mais allez-y. Donc ça, c'est intéressant. Alors, c'est une position qui a l'avantage d'être plus qu'à équidistance des positions des uns et des autres.
C'est une position qui, pour nous, a un coût diplomatique minimum. La Russie appréciera, c'est-à-dire on ne prend pas position. Ça peut conduire à une interrogation du côté de Washington, en disant mais compte tenu des relations privilégiées entre Washington et Rabat, comment se fait-il que Rabat ne soutienne pas les propositions dont ils sont les initiateurs? Mais Washington comprend parfaitement les préoccupations, les intérêts du Maroc, qui sont des intérêts donc économiques, mais surtout géostratégiques, et ne pas disposer un membre du Conseil de sécurité. Et puis, si on avait pris position, quel beau cadeau on aurait fait à l'Algérie, qui aurait dit à Moscou, vous voyez bien qu'ils sont que contre vous, et donc sortez de l'abstention traditionnelle des résolutions du Conseil de sécurité. Alors que l'Algérie s'était abstenue. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc elle est quelque part entrée dans le... L'Algérie s'était abstenue parce que c'était un projet américain. Projet américain avec 90 ou 95 pays. Ça a été confirmé lors du vote, du deuxième vote de la résolution à laquelle vous avez fait référence, et c'est vérifié depuis 2 jours avec le vote sur la suspension de la Fédération de Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Tout à fait. J'ajoute qu'en 1994, le même problème s'était posé à l'Assemblée générale des Nations unies et au Conseil de sécurité à propos de la Crimée. Et vous pouvez voir que le Maroc n'avait pas participé non plus. En 1994 ou en 2014 2014, voilà. Oui. Je pensais qu'il y avait peut-être aussi un problème de Crimée en 1994, je n'étais pas au courant. C'était 2014 oui, voilà. Pour la Crimée, donc c'est quand même intéressant. Le Maroc n'avait pas participé. Et donc il y a là une constante dans la position marocaine. Ça nous permet d'avoir des rapports normalisés avec Moscou. Ça nous permet de gérer cette non-participation avec notre allié majeur, c'est-à-dire les États-Unis, et je crois que c'est intéressant à relever. Ok, donc, Majdoulin Atouabi, Mustafa Sahimi nous dit que, bon, peut-être ça aurait créé une interrogation, la position du Maroc aurait peut-être créé une interrogation au niveau de nos amis de Washington. Et c'est dans ce contexte que je vous pose la question sur la venue d'Anthony Blinken, donc qui arrive après une réunion importante qui a eu au Negev, en plein milieu d'une guerre en Europe, avec les Américains qui sont engagés. Et voilà que M. Blinken vient au Maroc et reste 3 jours. Comment on peut lire cette visite, sachant que de l'autre côté, quand il est parti en Algérie, il est resté, on a dit, quelques heures à peu près, ouais. Plus, bien entendu, la retranscription de la discussion, etc. Comment on peut lire tout ça, à votre avis? Alors, tout d'abord, la position marocaine, c'est une position souveraine. On a le droit de ne pas être aligné, comme l'a dit Sissimi. Bon, mais après, ça devra passer par perte et profit. C'est-à-dire, on attend des profits du côté russe et peut-être des pertes du côté américain. Sauf que nos relations avec les États-Unis d'Amérique sont des relations qui s'inscrivent dans la durée et que j'estime que la diplomatie américaine ou tout l'appareil étatique américain est conscient de nos contraintes par rapport à ces choses-là. Et je ne vois pas, bon, peut-être qu'il serait offusqué, mais pas outre mesure. Et la preuve, c'est la visite de Blinken qui est venue juste après, dans ce contexte-là, où on aurait pu attendre une petite punition de la part des Américains. Bon, il faut dire que Blinken, il a atterri au Maroc directement en revenant du congrès du Negev. Le sommet du Negev qui jette les jalons d'un nouvel ordre régional dans la région MENA. Et tout ça implique un degré, un niveau d'alliance qui est beaucoup plus poussé qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on est là dans des vrais intérêts géostratégiques. Et forcément, l'Amérique, elle doit faire la part des choses par rapport à ses intérêts au niveau du Moyen-Orient et de la zone MENA et ses intérêts en Ukraine. De toute façon, ces alliances se comptent par centaines au niveau de l'Europe. Elle n'a pas besoin de la position marocaine, ce n'est pas ce qui va infléchir la balance dans ce conflit-là. Vous avez parlé aussi, bon, il y a la forme. La forme, si on est bien obligé de faire un parallèle entre le passage de Blinken au Maroc et en Algérie. L'Algérie qui s'est abstenue, le Maroc n'a pas participé, mais l'Algérie qui s'est abstenue, ça reste une position. C'est-à-dire qu'automatiquement, bon, on ne va pas dire que l'Algérie est punie par les Américains parce qu'elle n'a eu que droit qu'à 6 heures de visite
contre, on va dire, 48 heures ou plus. En termes diplomatiques, on appelle ça 3 jours. Il est arrivé lundi, il est reparti mercredi. 3 jours pour le Maroc, mais il y a eu la rencontre avec MBZ. Mohamed Ben Zayed, le prince héritier des Émirats. Oui, ici au Maroc. Et ça aussi, ça a son importance. C'est-à-dire le fait d'organiser une rencontre qui a tout l'air d'être importante. Ici au Maroc, c'est un gage de confiance. Il y a la forme l'organisation d'une conférence de presse ici conjointe avec le ministère des Affaires étrangères. Là-bas, c'était une sorte de monologue dans l'ambassade américaine. Il y a l'affaire, on ne peut pas s'empêcher d'en parler avec tout le respect qu'on doit à nos voisins algériens, mais ce qu'ils appellent les leaks et la conversation qu'il a eue, et puis les États-Unis. Ça quand même. Oui, les États-Unis, le département d'État qui publie carrément les minutes. Il n'était pas obligé. Il y en avait beaucoup de minutes. Oui, mais vraiment des minutes et tout avec force détail, mais vraiment des détails parfois qui sont on va dire, gênants. Et tout ça, laisse supposer, laisse dire que entre il y a des axes qui se forment. Finalement. Voilà, il y a des axes qui se forment et les États-Unis ont choisi leur camp par rapport à ça. D'accord, donc il y a quand même des axes. Alors on va revenir, Moustapha Sahimi, mais succinctement s'il vous plaît, parce que j'aimerais vous questionner encore sur beaucoup de choses. Pour la mission de Staffan de Mistura, l'envoyé personnel d'Antonio Guterres, vous en avez parlé tout à l'heure en introduction, enfin votre première prise de parole, mais est-ce qu'on parle de table ronde encore? Parce que la résolution 2602 est claire, c'est le même format politique, c'est-à-dire c'est les tables rondes. On en est où? Est-ce que vous avez des nouvelles de M. de Mistura? Alors, d'abord, il n'était plus dans les radars depuis des mois. Il a été nommé, il a pris ses fonctions en fin octobre. Il a pris ses fonctions, il avait été nommé en parallèle, il a pris ses fonctions fin octobre. Et sa première tournée a eu lieu dans la région en janvier. Peu de choses quant au bilan de cette réunion et de cette tournée. Le processus n'est pas relancé. Qu'est-ce qu'il va dire le 20 avril au Conseil de sécurité, c'est-à-dire dans une dizaine de jours? Il va dire, voilà la position du Maroc, la position de la Mauritanie, qui sont favorables donc à la relance du processus de négociation, et voilà la position de l'Algérie et du mouvement séparatiste qui sont opposés à la formule des tables rondes. Il ne peut pas dire plus que ça. Il ne peut pas dire moins non plus. Et donc, ça pose le problème que vous avez évoqué. Qu'est-ce qu'on fait à partir du 20 avril, sur la base de ce rapport? C'est un cadre juridique qui est clair, qui est contraignant. Et qu'est-ce qui peut être fait d'ici la prochaine réunion du Conseil de sécurité, en octobre, avec l'ordre du jour de la question nationale? Première question, comment relancer le processus de négociation et table ronde? Ça sera difficile, parce que les deux pays, en particulier l'Algérie, a pris position de manière très claire et réitérée qu'elle ne participerait pas à ce processus des tables rondes. Et c'est dit par le ministre des Affaires étrangères, qui a en main ce dossier et qui avait présidé la délégation algérienne lors d'une table ronde en Suisse. C'est quand même intéressant, ça, à relever bien. Deuxième point, peut-on forcer l'Algérie à se réinsérer dans ce processus? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas du fait qu'eux-mêmes ont adopté une position définitive. Ça serait un reniement d'une position et d'une posture diplomatique. Le mouvement séparatiste y suivra. Donc voilà un dossier qui va revenir devant le Conseil de sécurité dans les 6 mois à venir, c'est-à-dire en octobre, sur des bases inachevées, c'est-à-dire un processus en panne, un processus de négociation table ronde qui est en panne, et le blocage du fait des positions de l'Algérie, surtout du mouvement séparatiste accessoirement. Et donc comment faire? L'hypothèse la plus probable, c'est que finalement on va gérer ça encore en 2022 et 2023, en attendant que les choses avancent. Avec cet élément, c'est que la position du Maroc est davantage confortée, consolidée. C'est avec beaucoup de sérénité que le Maroc attend l'agenda diplomatique onusien et du Conseil de sécurité. Alors, 2022, 2023, 2024, on peut continuer. Je vous pose la question, Majdoul Touabi. Donc, nous avons une Algérie qui coupe le gaz à l'Europe en novembre. Il n'y avait pas la guerre en Ukraine, mais il y avait déjà des prix qui avaient été multipliés par 2, voire par 3. Ça a créé encore plus de tensions, sachant que ils sont quand même, les Algériens fournissent pour 13-12% du gaz européen. Ce n'est pas uniquement européen, c'est espagnol, mais l'Espagne, c'est l'Europe. Ensuite, il y a ce refus de table ronde. Et puis, le changement de la position espagnole, on en a parlé tout à l'heure,
qui est peut-être a été accéléré par ce qui se passe dans le monde et en Europe. Et puis nous, les journalistes, on voit les choses. On est journalistes. Donc, quand M. de Mistura était venu au Maroc en janvier, il était venu dans un avion espagnol. Est-ce que cette inflexion, ce changement radical de la position espagnole, est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir une influence quand même sur le Conseil de sécurité, sur M. de Mistura d'abord et sur le Conseil de sécurité ensuite? Forcément, l'Espagne a un statut. Et là, c'est l'ancienne puissance administrante du Sahara. Et ça a des effets juridiques. Alors, ne serait-ce que, par exemple, en déclassifiant les archives, il y a des archives qui sont très importantes, et peut-être espérons qu'il y aura des choses qui vont émerger à la faveur de cette reprise des relations et de cette normalisation avec l'Espagne. Mais le plus important reste la position américaine, dont l'influence, parce que l'Amérique reste le penholder dans le dossier du Sahara, le rédacteur, et cette décision américaine qui n'a pas été changée, quoi qu'on en dise. Même si l'administration Biden elle est un petit peu prudente dans ses formulations, mais elle a produit des effets juridiques. La proclamation de Donald Trump, elle n'a pas été annulée. La carte marocaine, elle est dans son entièreté dans les administrations américaines. Et cette position persiste. Mais on comprend bien que la diplomatie américaine fasse profil bas par rapport à ce dossier parce qu'elle doit continuer à afficher sa position de neutralité en tant que rédacteur des rapports de l'ONU concernant le dossier. C'est pour ça qu'il parle de la proposition marocaine, compromis, sérieux, etc. Et là, je rejoins une question que vous m'avez posée tout à l'heure, mais cela ne l'empêche pas d'influer en sous-marin pour pousser des décisions des États, notamment l'Espagne et puis tous les pays dont on a parlé tout à l'heure, Visegrad, pour influer vers une solution. On ne parle pas d'une victoire, on parle d'une solution à un conflit qui a duré, qui dure depuis, on va vers 5 décennies. Moi, je suis né en plein conflit du Sahara. Je suis né dans les années 70. Et il y a toute une génération qui a grandi dans ce dossier. Il faut que ça finisse. Oui, il faut que ça se termine. Il faut que ça se termine. Et ça serait dommage que nos enfants héritent de ça. Alors, vous me permettez d'intervenir. Je voudrais simplement une précision. L'Espagne n'a pas un statut. Elle a une responsabilité historique. Son statut, elle l'a perdu de puissance administrante ou occupante avec les accords de Madrid du 14 novembre 1975. C'est important. Alors maintenant, comment les choses vont évoluer? Après tout, c'est un problème qui peut ne pas être réglé dans un avenir prévisible. Ou alors, et là je voudrais revenir donc à cette question du Conseil de sécurité. Il y a 5 membres permanents du Conseil de sécurité, je ne vous apprends rien, Mustafa Sahimi. Il y a les Américains, ils ont reconnu la marocanité du Sahara. Il y a les Chinois, le Maroc garde des relations très cordiales avec les Chinois, le vaccin Sinopharm, il y a une cité qui est en train de se construire au nord, aux portes de l'Europe. Les Français, on en parlera tout à l'heure, on connaît leur position, ils sont soutenus. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, n'est plus tenu par la position de l'Union européenne. Et il y a, peut-être que ça pourrait aller vite avec le projet d'électricité, de raccordement électrique qui est en train d'être fait. Et puis il y a les Russes. On en parlait tout à l'heure. Ça ne déplaît pas aux Russes la position marocaine. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec tout ce petit panorama que je viens de vous brosser, est-ce que vous ne pensez pas que peut-être le Conseil de sécurité irait plus vite, plus loin, plus fort, pour reprendre Coubertin? Je vais nuancer ce que vous dites, même si je partage votre approche. Alors pourquoi vous nuancez? Je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Je pense qu'on ne peut pas attendre comme ça un repositionnement en octobre prochain de la position du Conseil de sécurité en tant que haute instance tunisienne. Quand on arrive au Conseil de sécurité, c'est une chaîne diplomatique de différents pays qui s'expriment. Alors, quels sont les pays, à mon avis, abordables et peut-être plus réceptifs à un repositionnement? Je pense au Royaume-Uni, où nous avons d'excellentes relations avec le Royaume-Uni, attestées par l'accord que j'ai fait référence, l'accord d'association, les opportunités, etc. C'est quelque chose qui va, si je puis dire, éclater dans la coopération multilatérale du Maroc. Premier point. Le deuxième point, je pense qu'il faut être prudent pour ce qui est d'une éventuelle évolution de la position de la Fédération de Russie et de la Chine. Je pense qu'elles s'en tiendront à une abstention
qui est une formule de gestion minimale qui ne leur coûte pas beaucoup. Le Royaume-Uni, c'est intéressant. Autre pays, la France, qui nous intéresse au premier chef. Alors évidemment, on y viendra plus tard pour la France. Moi, je voudrais rester avec vous sur la Chine et la Russie. Alors, il y a le vote, Mustafa Sahimi, et puis il y a les justifications de vote aussi. Quand on voit les justifications de vote de la Chine, ils se sont lissés avec le temps. Quand on voit celle de la Russie, pour la résolution 2602, la Russie s'était abstenue, mais avait contesté le fait que la résolution était déséquilibrée, etc. Elle s'était abstenue avec un argumentaire qui n'était pas anti-marocain. C'est ça qui est intéressant. Elle avait développé le fait que c'était une position qui n'était pas conforme à celle arrêtée auparavant par le Conseil de sécurité, qu'elle ne respectait pas le droit international, et elle s'en prenait beaucoup à la position américaine. C'est-à-dire, nous sommes dans le collatéral secondaire. Ce n'était pas une position d'hostilité. Je ne pense pas qu'il faille attendre une évolution de Moscou et de Pékin sur la question nationale dans les mois à venir et d'ici le Conseil de sécurité. Vous pensez que ce qui est en train de se passer actuellement en Ukraine, avec la Russie qui est dans une position difficile, mais le Maroc a des positions de principe qui sont celles de la Chine, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est-à-dire le respect de l'intégrité territoriale, le règlement pacifique des conflits, le dialogue, etc. Ça nous permet de retomber sur nos pieds et d'être en phase avec la position de la Chine. C'est intéressant le parallèle entre la position marocaine et la position de la Chine pour ce qui est du conflit Ukraine-Russie. C'est des positions de principe, c'est-à-dire règlement pacifique des conflits, respect de l'intégrité territoriale, unité nationale, dialogue, etc. Le maillon intéressant, le créneau intéressant, c'est la position de la France. Alors, la France, je voudrais avoir l'avis de Majdoul Atouabi. Je reviens vers vous et vous aurez le mot de la fin, donc, sur la France. Allez-y, Majdoul. La France, alors, est-ce que vous ne pensez pas que ça va évoluer, justement? Parce qu'avant, la France avait la pole position, et puis elle a été dépassée par les États-Unis, qui ont reconnu, et puis elle a été rejointe par Madrid et Berlin. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait un sursaut peut-être après les élections? On aimerait bien que la France aussi dise que c'est la solution la plus crédible, l'autonomie, parce que dans la position espagnole, c'est le mot la plus masse tout à fait. Qui est le plus important. Enfin, la plus crédible, qui dit plus crédible, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de facto de la souveraineté du Maroc sur ce terrain, parce qu'on ne reconnaît que l'autonomie, et l'autonomie c'est une forme de souveraineté, et la France, il ne lui reste pas. Mais disons, grosso modo, la position de la France, elle est bonne depuis longtemps. C'est un allié du Maroc au Conseil de sécurité, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité. Bon, maintenant, il y a l'Algérie. Il y a une sorte de triptyque entre le Maroc et la France, il y a l'Algérie. Et d'un côté, il y a des relations qui sont régies par les motifs et l'historique. Et de l'autre côté, il y a aussi un petit peu des motifs et l'historique, mais il y a beaucoup de pragmatisme. Mais la France reste une puissance pragmatique qui essaie de préserver ses intérêts, que ce soit au Maroc ou en Algérie. Alors tout ça fera que la position de la France restera jusqu'au bout, une position prudente qui essaiera de ménager aussi bien le Maroc que l'Algérie. Et puis forcément, s'il y a un mouvement, on va dire, de foule et un mouvement important... Une lame de fond, quoi. Une lame de fond, notamment sur ces pays comme... M. Sahimi a parlé du Royaume-Uni, mais moi je pense aussi à l'ensemble du Commonwealth. Et tous ces pays-là, ils ont leur importance, ils sont proches. Ils sont proches, on sent qu'il y a une proximité. N'oublions pas qu'à partir de la décision américaine de reconnaissance, il y a toujours eu des rendez-vous réguliers. Il y a eu l'Allemagne, il y a eu l'Espagne. Alors on va dire au suivant. Qui est le suivant? Ça ne va pas être la France, mais on pense surtout du côté de l'Europe centrale et puis éventuellement, espérons Inch'Allah, du côté du Royaume-Uni. Est-ce que vous pensez, et ce sera la dernière intervention, Mustafa Sahimi, la position, on nous dit, la position française, la position du pragmatisme. Moi, je reviens à une expression qui m'a marqué dans l'un des derniers discours du roi, le flou et l'ambivalence. C'est ça. Est-ce que vous pensez que la position française, est-ce que vous rejoignez Majdoudine, ou alors vous pensez que la position française peut avoir une sorte de sursaut après les élections, parce qu'il y a la question algérienne et il y a le vote algérien qui est important? En termes d'agenda, à mon avis, pas de changement. Il y a les élections, premier tour, deuxième tour, 10 avril, après. Je doute qu'il y ait une évolution significative de la position française à l'endroit de la question nationale du Sahara. Pourquoi ?
parce que c'est une relation triangulaire. Il y a Paris, il y a Rabat, et puis il y a Alger. Vous savez, dans les relations entre Paris et Rabat, même si elles ne sont pas ce qu'elles étaient pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on reviendra, je vais employer une métaphore. Il y a un cadavre dans le placard. Le cadavre dans le placard, c'est l'Algérie. Et donc, tout ce qui est fait dans le sens de l'image, bien entendu. C'est une métaphore. Dans le sens de l'image, forcément. Voilà, cadavre dans le placard. Et donc, tout ce que fait Paris en direction de Rabat, pour ce qui est de la question nationale, c'est en prenant en compte donc la réaction possible du tiers algérien. Je doute qu'il y ait une évolution significative, sauf s'il y a une dynamique européenne au niveau de Bruxelles. C'est ce que je dis, Majdouli. Voilà, s'il y a une lame de fond qui se passe. C'est-à-dire s'il y a une addition de repositionnement d'un certain nombre de pays membres de l'Union européenne, et la France ayant la possibilité de dire « Ah oui, mais ça c'est la position de l'Union européenne, je me rallie à la position européenne ». Très bien. Dernier mot pour finir, il faut des actes. Pour ce qui est de l'Espagne, il faut l'ouverture d'un consulat général. Du consulat, d'accord. Ah oui, d'un consulat général. D'accord. Pour d'autres pays, on peut commencer par une formule soft, c'est-à-dire une chambre de commerce régionale. La France pourrait donner un signe dans ce sens. Il y a une chambre de commerce française à Casablanca. Qu'est-ce qui empêche la même chambre de commerce, qui est une institution de droit privé, qui ne relève pas du Quai d'Orsay ni de l'Élysée, d'ouvrir une chambre de commerce régionale à Dakhla, par exemple. S'il n'y a pas de reconnaissance claire, franche et massive de la France, il peut y avoir des signes dans le bon sens. Nous attendrons qu'ils passent leurs élections et nous verrons. Nous en reparlerons très certainement à la rentrée, c'est-à-dire en septembre ou en octobre, ou peut-être en novembre après la résolution. Merci Mostafa Shehimi, merci Majdouli Touabi, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.